Salut les terriens, salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 3 terriens de choix et un robot. Jean-Mi. Bonsoir les humains. Ça va? Super, merci. Mais Thierry, il fera quel temps demain? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, c'est la première question que Jean-Pierre se pose quand il arrive sur un plateau, non? Et avec Jean-Mi ce soir, Nora Hamzaoui. Nora Hamzaoui, bonsoir. Vous êtes chroniqueuse dans le grand journal de Canal+. Vous êtes sur la scène du théâtre Le République. Tout le monde vous aime. Et vous êtes ici ce soir pour révéler le secret de votre succès. Vous ne faites pas arabe. C'est vrai. Autre terrien invité ce soir, celui que l'on critique souvent pour son côté provincial, populaire, voire populiste, et pourtant, celui qui, depuis 27 ans, fait 40% de part de marché à 13h sur TF1, qui a pécho Miss France et qui t'emmerde. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Thierry. Et Jean-Luc Bernard. Jean-Luc Bernard, bonsoir. Vous êtes un artiste contemporain mondialement reconnu. Ceci dit, vu votre look, c'est vrai qu'on doit vous reconnaître assez facilement quand même. En P3, après Le Zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrienne du samedi 20h. Ce soir, Priscille Déborah, qui a survécu à plusieurs amputations suite à une tentative de suicide grâce à l'amour de l'art. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe est Gréement de Fortune. Mesdames, messieurs. Alors Jean-Pierre, vous êtes ici ce soir parce que vous fêtez vos 27 ans à la tête du Trésor de TF1 avec des scores hallucinants. En moyenne, 6 millions de téléspectateurs et 40% de part de marché. Ça laisse rêveur. 40% les mauvais jours. Ouais. Vous êtes, Jean-Pierre, l'un des symboles forts de la chaîne, au même titre que les jupes en cuir d'Evelyne Delia ou que les fautes de français de Nikos Aliagas. Oh, il en fait pas tant que ça. Non, c'est votre maman qui doit être contente, alors. Oui, ma mère est contente, elle vient de fêter ses 100 ans, d'ailleurs. Et je crois que depuis 27 ans de journal, elle en a jamais raté, hein. Ce qui veut dire que vous êtes là pour un bout de temps encore, hein. Bon, je sais pas, moi aussi. Bah, si. Je m'intéresse au journal du lendemain depuis 27 ans, donc je sais pas si je serai encore là dans 3 jours, ou dans 1 mois, ou dans 10 ans, j'en sais rien. Jean-Mi, t'as quelque chose à dire? 27 ans, c'était la fin de la guerre froide et l'époque du Minitel. Il n'y a pas des moments où tu te dis qu'il est temps d'arrêter? Ben non. Non, on n'arrête pas comme ça, on décide pas d'arrêter tant qu'on a la pêche, tant qu'on a la passion, tant que le public est là, et tant que mon patron me garde. Voilà. Alors, avant Jean-Pierre Pernaut, sur TF1, il y avait ça. Je dis quelque chose? J'ai une surprise. Si vous voulez une maison bien construite en panneaux de béton, sans micro, paf, clac. Voilà, c'est fait. Faut faire. Bon. On l'a. Ouais. Hein, et comme on nous promet, vous avez le vôtre, vous? Moi j'ai le mien, je vais vous le donner. Ah en plus, bah c'est bien. qu'on Mais a fait, moi, on, a j'ai fait le très vrai, bien hein. on a fait très bien les Si choses. Marcel Fagès veut bien avec la caméra 3 serrée sur la marque, là. Voilà. Maintenant, on s'en oui, fiche, hein, c'est voilà. c'est partout pareil. Hein. Et vous avez, j'ai 3 étoiles. Oui, alors moi j'ai TF1 puisque Bouygues devient un peu TF1, donc Oui, c'est vous une n'avez belle pas- alliance Vous n'avez tous pas les deux. encore d'étoiles. Voilà, Yves Mourouzi, Marie-Laure Aubry. Alors, C'est étonnant de revoir ça parce que Yves Mourouzi et moi, en 40 ans, il y a eu 2 présentateurs au 13h, dans une chaîne qui est souvent décriée pour faire valser les gens C'est très vrai, souvent. c'est vrai. Il y a eu 2 présentateurs au 13h, il n'y en a pas eu beaucoup plus au 20h, donc c'est une chaîne où on est très stable. Très stable. Et puis là, après, on a retiré les casques parce qu'on a vu que le décor tenait, et on est devenu ensuite la première chaîne d'Europe en matière d'information. bah oui, vous êtes le premier journal d'Europe derrière le 20h de TF1. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, avec Patrick Lelay, à ce moment-là, vous avez choisi la proximité, vous avez dit que les gens
préférez un reportage sur les fabricants d'horloges plutôt que l'État islamique? Non, je pense qu'on fait les deux. Dans le 13h, on met Ouais. toujours en caricature Bien les sûr. régions. C'est une façon de vous charrier, vous savez bien. Ouais, mais allez-y. Alors Jean-Pierre, entre nous, non, sérieusement, ça vous fait vraiment plaisir qu'il existe encore quelque part un mec qui fabrique des fourches à l'ancienne, Ouais. ou comme tout le monde, vous en foutez en fait? Non, je m'en fous pas. C'est génial de montrer des gens. Autrefois, on parlait de métiers en voie de disparition, au Ouais. temps du Minitel, comme le disait Jean-Mi. Mais maintenant, on parle de métiers d'art. Je pense à un truc quand même. Les derniers souffleurs de verre de la vallée du Chiroulet, là, depuis le temps que vous dites que c'est les derniers, ils sont morts, non? Mais on parle plus des derniers, on parle plus des... Il y a Ah bon. de plus en plus de jeunes qui font ce type Ah bon, de métier. d'accord. Et c'est génial. En tout cas, Jean-Pierre, merci de nous faire croire que la France existe encore. C'est beau, ça, hein? Alors, je signale que l'album de Jean-Pierre Pernaut, publié chez Michel Lafon, consacré aux régions, est toujours en vente. Ça s'appelle l'Almanach des régions 2015. Alors, on voit dans ce livre de nombreux lieux de culture breton, les plages bretonnes aussi, voilà. La Corse, c'est gendarmerie. C'est centre des impôts. Enfin, c'est très intéressant. C'est chez Michel Lafon. Non, c'est ça aussi, mais on montre les mêmes choses. Alors évidemment, il y a les critiques. Vous avez déclaré récemment dans Le Parisien, ma marionnette me fait passer pour un immonde facho, ce qui a posé des problèmes, notamment à mes enfants. Oui, il y a eu une période où c'est vrai que ma marionnette des Guignols m'a fait passer pour un facho en assimilant région à défense de je ne sais quoi, alors que c'est un peu l'inverse. Quand on s'intéresse à des cultures, à une diversité des cultures, c'est ça qu'on met en avant dans le journal. Et la marionnette donnait une image inverse en disant qu'il fallait une image stricte, etc. Et c'est vrai que ça a posé des problèmes à mes enfants quand ils étaient en C'est vrai fac. qu'on ne peut pas vous soupçonner d'extrême droite, mais les gens d'extrême droite sont très Pernaut quand même. Vous savez, s'il y avait que des gens d'extrême droite qui regardaient le journal de 13h, il y a longtemps que Marine Le Pen serait présidente de la République. Mais c'est vrai que Libération, Télérama vous fustige beaucoup, l'intelligentsia. Il est de bon goût de vous critiquer, regardez. Je vous aime bien. Ah, bah c'est sympa, Sérieux moi aussi. Moi aussi, je vous aime Déjà bien. au 19-20, je vous aimais bien. Ah bah, voyez, Et j'ai- là, au 13, je vous aime encore plus. Bon, bah, vous voyez, j'ai Voilà. pas changé. Je me suis peut-être même un petit peu améliorée. On Mais sait je, dis jamais. même, je vous le dis, vous êtes même amélioré. Bon. Et je sais plus du tout la question que Mais je c'est voulais. pas grave, on est au 13h. Improvise. Dis que n'importe quoi. Non, que je voulais vous poser, c'est donc par rapport. Jean-Pierre Pernaut, j'espère que t'as les boules. Je suis sûr qu'il a des boules, Pernaut, là. Parce qu'il est tout seul là, dans son truc, lui, là-bas. Juste une dernière question pour finir. Quand vous avez vu. Alors maintenant, dans le Loir-et-Cher, un nouveau foie gras. Il est formidable, Jamel. J'adore l'humour comme ça, c'est pas de la critique, ça c'est de l'humour. Alors à part ça, la pièce que vous avez écrite, Piège à Matignon, est à l'affiche dans toute la France, dans toutes les régions de France, et au Théâtre des Variétés en mars et en avril pour 3 représentations exceptionnelles. Ça fait 4 ans que ça marche. Qui aurait pu croire qu'une pièce écrite par le présentateur du Trésor de TF1, interprétée par une ex-Miss France, et le mec qui chantait Cuitas las bananas, est-ce qu'on pensait que ça aurait fait un tel carton? Non. C'est une pièce vraiment d'actualité, ça s'appelle Piège à Matignon. Et on a imaginé, en 2010, je sais pas, qu'un mec très connu dans la politique devait se cacher en motard pour aller voir sa maîtresse Oui. et qu'un ministre du budget allait avoir un compte en Suisse. C'est dans un vaudeville qu'on a écrit en 2010. Prémonitoire. Vous avez pensé comment à Philippe Risoli? Enfin, je veux dire, comment vous êtes souvenu de son nom? Parce qu'on est copains avec Risoli, moi je suis toujours resté très ami avec Philippe Risoli, Nathalie aussi. Il avait envie de se lancer dans le théâtre, il s'est lancé avec nous il y a presque 2 ans maintenant. On va l'inviter. Philippe, si tu nous regardes, appelle-nous, on va t'inviter. Nathalie va bien. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez choisi une Miss France, mais aussi une Miss Alsace. Vous avez Oui. vraiment une conscience professionnelle très développée, quand Oui, même. mais elle est Miss Alsace, elle est née dans le Nord, Pas-de-Calais. Voilà. Donc, voilà, ça Que me des rapproche régions. un peu de la Picardie. Vous êtes Picard vous-même. Voilà, oui, que oui, des oui. régions. Et la France, c'est pas du tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent. Et maintenant, mesdames, messieurs, en l'honneur de Jean-Pierre Pernaut, on va faire un blind test région de France. Je veux l'interprète. Le premier qui répond marque le point. Attention, Didier. Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. Je connais Chardel, Oui. Et la région? Normandie. Bravo! Sur lesquels tombe la pluie et les cerisiers
On écouterait ça toute la soirée, mais on a une émission à faire. Attention, ça c'est pour toi, c'est de ton âge. Attention, Didier. Il y a tout au long Béco. 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici. Gilbert Bécaud. C'est un artiste, c'est évident. C'est la base de Ça ma aurait pu culture être Marcel punk. Amont. Attention, Didier. Nora. Attends, je vais trouver. J'en sais rien. Johnny Hallyday. Pardon. La flèche. Bravo. Attention, là, t'es en train de faire un sans faute, Jean-Luc. Oh là, pour une fois. Attention, concentre-toi. C'est peut-être le premier sans faute de ta vie. Oh mon Dieu. Oui. Didier. Ah, je sais. Ça y est, je sais, moi. Ça, je sais. Attends. Qui c'est, qui c'est? Mais je sais. Nanana, d'un jour oublié. Une dernière fois. Ah, je sais pas. Je sais. C'est la grosse J'adore cette chanson. Moi aussi, j'adore. Un grand châtaignier. C'est pas, mais je connais. Moulin d'indice, Ouais. le Finistère. Bah oui, mais ça oui. Oui, mais c'est son nom. Nolwenn Leroy. Non, c'est pas ça. Mais non, mais je sais. Je pense que j'ai le point là, non? C'est un groupe. Ils ne sont pas coupables, ils sont C'est les Là, il faut quand même 2 indices. 2 indices, je suis même pas sûr si ça. 2 indices, ça fait un demi-point. Hein. Bah, franchement, attention. Bon, demi-point, c'est Très facile. facile pour tout le monde. Didier. J'adore. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Toulouse. Bah oui, Nougaro. 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 Oh, Toulouse. Et la dernière maintenant, ça c'est beaucoup plus compliqué à mon avis. Didier. Jean-Luc Bernard. Oh là 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 là. C'est pas vraiment. J'ai juste dit, je sais. Jean-Luc Bernard. Et on passe maintenant à notre T'es qui toi de la semaine. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Jean-Luc Bernard, bonsoir. Vous êtes donc notre T'es qui toi de la semaine. Enfin, a priori, vous êtes soit tatoueur, soit artiste. Il y a peu de chances que vous soyez un cadre de l'UMP. Hein. Certes. Mais je suis un fonctionnaire d'État. Eh oui, je sais, on va en parler. En tout cas, je tiens à vous remercier d'être là un samedi à 19h. Ça doit faire bizarre, non? Non. Alors, Jean-Pierre Pernaut est vraiment assis à côté de vous. Oui. C'est pas une hallucination, Jean-Luc. C'est le vrai Jean-Pierre Pernaut. Vous êtes là tous les deux aujourd'hui. Vous allez vous donner la main. J'ai peur qu'on se blesse. Hein. On a peur de se blesser. Hein. Alors, Jean-Luc, vous êtes à la fois dessinateur, sculpteur, plasticien, photographe et musicien. Vous êtes célèbre pour avoir fait de votre corps une œuvre d'art, en le modelant, en le sculptant, le tatouant, le pierçant. Vous êtes une œuvre d'art vivante. Et vos dessins sont présents dans les plus grandes collections, au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, à Beaubourg, au MoMA à New York. Comment vous faites pour vous moucher avec vos piercings, là? Je ne me mouche pas. J'avale. Ah ouais, vous êtes obligé, là, parce que sinon vous déchirez vos mouchoirs. Adieu Kleenex. Alors, vous détestez à ce point le petit Jean-Luc de Nice, que vous faites tout ce que vous pouvez pour pas qu'on vous reconnaisse? Mes parents l'ont suffisamment détesté pour que je l'ai réinventé assez vite. Oui. Vous dites, je crois que je suis né monstre. Oui. On m'a toujours montré du doigt, Ouais. donc monstre. Donc vous l'assumez, quoi. J'en ai fait mon métier, Ouais. en partie.
Alors, vous êtes né à Nice en 1966. À 13 ans, vous êtes enfant de chœur à l'église Saint-Pierre d'Arène. Scout de France. À l'époque, vous écoutez du disco dans les boîtes aux mots. Mhm. Et votre mère vous accompagne. J'étais son accessoire. Ouais. Ma mère était une fille APD homophobe. Alors, votre mère est catho, extrême droite. Hein. J'en ai le souvenir d'une sorte de boutin La cuisse légère, un peu. entre deux mariages. Votre père, vous dites, il essayait de tuer ma mère avec un pistolet à grenaille. Il visait très haut à cause de sa taille. Depuis, il est sorti de l'alcool. Bon, il est mort depuis. J'ai eu la chance de l'accompagner à la mort et de recoudre ce qui avait été déchiré pendant l'enfance. Oui, c'est bien. Oui, j'ai eu cette chance. Vous êtes réconciliés. Ouais. Je n'aurais pas cette chance avec ma mère. Ouais. À l'époque, vous vouliez être danseur. Vous aviez des cuisses énormes. Hein. J'étais énorme. Tu es en surpoids de combien? De trop. De trop, ouais. Ouais. À un moment, vous êtes monté à 107 kilos. Hein. 114 en fait. Ah ouais. Si je peux me permettre, il n'y a pas que les cuisses à voir les photos. Et puis... Ah, Pernod, il se régale, là. Est-ce que vous avez des tatouages sur le sexe? J'ai un pentacle inversé. C'est quoi? C'est censé, pour ceux qui y croient, être le symbole du mal. Mais du coup, inversé sur le sexe, c'est dans le... Ben, ça dépend de comment on le regarde Voilà. et comment on le prend. En fait, Et puis, un jour, vous découvrez un clip du groupe Siouxsie and the Benchies et vous dites quand même, je ne peux pas ressembler à ça quand il y a des gens qui ressemblent à ça. Et vous décidez de vous transformer, de vous couper les cheveux, de vous maquiller. Enfin, c'est vraiment une prise de conscience, ça. je suis sorti de moi, Ouais. de mon carcan. Et comme à l'époque, vous n'avez pas d'argent de poche, un matin où vous séchez les cours, vous vendez votre corps dans le jardin public qui est en face de chez vous pour 300 balles, quoi. Ça a commencé comme ça. À l'âge de 15 ans, vous vous prostituez carrément. Et vous dites que les clients, c'était des pères de famille, en fait, des C'était hétéros. souvent, oui, hein. les pères de famille que j'accompagnais 2 ans avant à l'Eucharistie. Ouais. Donc j'ai commencé à avoir une vision de la société avec ces masques interchangeables en me disant que finalement, les choses ne... C'est une bonne école. Alors là, vous plongez dans une vie, disons, alternative, faite de drogue et de sexe. Vous faites faire vos premiers tatouages. Et après 6 ans à vous prostituer, un choix s'offre à vous, soit faire du porno, soit utiliser vos aptitudes pour la danse, le dessin, le chant, et vous décidez de vous inscrire dans une école d'art à Nice, la Villa Arson. Oui, oui, ben, j'ai fait la somme de mes talents, qui n'étaient pas uniquement privés. Et donc, j'avais toujours dessiné. Ouais. Donc, j'y suis allé. J'avais aucune connaissance de l'art contemporain, parce que je venais d'un milieu qui était très réac et anti-culture de ce genre. Donc, j'ai tout appris là. Là, effectivement, vos excentricités ne sont pas terminées. Vous rencontrez un homme, dites-vous, qui a la beauté du diable, qui s'appelle Eric. Et pendant 7 ans, vous allez vous détruire au rythme de sa folie. Vous vous gavez d'amphétamine. Vous passez de 114 kilos à 72. Manger une fois tous les 3 jours et dormir une fois tous les 3 jours. Ouais, ça fait maigrir. Et ça fait mourir, parce que lui est mort. Voilà. Il vous a transmis le sida, ce gars-là? Il me l'a offert. Je préfère le dire comme ça, parce que sinon, ce serait vraiment juste un gâchis. Ouais. Mais vous saviez qu'il était malade. Oui. Et vous n'avez pas pris de précaution. J'étais dans un genre de trip extrêmement romantique. Ouais. Ouais. Donc il s'agissait d'abord de mourir à 2. Ouais. À la vie, à la Et mort. finalement, je suis plus solide qu'il n'y paraît. Bah oui, vous êtes là, vous n'avez pas l'air malade. Et ben non, hein, quand même. Ouais. C'est le chien dent, ça tient, c'est terrible. Alors vous le quittez, ce gars-là, un jour. Ouais. Vous prenez 17 kilos et vous dormez 20 heures par jour, quoi. C'est-à-dire, vous avez tellement à rattraper. Le corps se venge. Vous continuez à dessiner. Vous devenez prof de dessin à la Villa Arson à Nice, puis aux Beaux-Arts de Poitiers. Hein. Maintenant, oui. Ouais. Ah, oui. Avec bonheur. Vous avez été polytoxicomane. Oui. Vous avez tout pris. J'ai tout pris. Non, pas l'héroïne. J'ai eu la chance. Les opiacés me font vomir. Donc, au moins, Ouais, c'est je une suis chance. passé à côté de ça. Ouais. Voilà. Et puis, il y a 7 ans, à peu près 8 ans, j'ai décidé de tout arrêter. J'ai tout arrêté. Bravo. Alors, votre mère, vous ne l'avez pas vue depuis 20 ans. Mhm. Vous dites, si je la rencontrais, je la giflerais. Je crois que je la giflerai plus. Ouais. Ouais, j'ai tourné la page. Alors, on peut voir votre travail dans un livre qui s'appelle Les Roches Noires, qui est publié chez Flammarion, qui est magnifique. Et puis, il y a votre œuvre Par Amour, basée sur le logo Paramount.
C'est un livre-disque, parce que vous chantez, avec un groupe qui s'appelle I Apologize, aux éditions Marguerite Wachnine. Jean-Mi? Maintenant que tu vois que tous les bobos se font tatouer, t'as pas l'impression d'être devenu horriblement conventionnel? J'ai commencé à une époque où le tatouage était une façon de se démarquer. Maintenant, le tatouage est une façon d'être identique. Oui. J'ai été furieusement à la mode, j'ai été furieusement ringard. Étant donné que tout est un roulement, je m'apprête à être à nouveau furieusement ringard. Peu manchot. Quelle sagesse! Alors on regarde l'une des performances de Jean-Luc Bernard. Voilà, Jean-Luc Bernard, donc. Alors, évidemment, vous êtes le client idéal pour un anti-portrait chinois. Jean-Luc, si vous étiez une rupture, La dernière, si vous étiez un chagrin, l'amour, si vous étiez une maladie, le sida, si vous étiez un accident, la vie, si vous étiez une guerre, la mienne, si vous étiez une arme, moi, si vous étiez un détritus, un détritus magnifique. si vous étiez une plaie, Je serai les 7 plaies d'Égypte à la fois. oh putain, si vous étiez une torture, Chatouille. Nora Hamzaoui, bonsoir. Alors vous êtes l'humoriste dont tout le monde parle depuis 2 ans. On vous a découvert dans le Before avant que vous ne deveniez chroniqueuse au Grand Journal. Et vous êtes également sur la scène du République à Paris pour votre spectacle éponyme. Et vous êtes ici ce soir pour expliquer à tout le monde ce que veut dire éponyme. Oui, tout à fait, je suis là pour ça, exprès pour ça. Vous voulez que je fasse le pitch de mon spectacle? Ah, allez-y, tiens. Bah, non, c'est pas bien les pitchs, je trouve, pour le spectacle. Ouais. C'est l'humeur. Donc, la nana qui a tout gâché, en fait. Excusez-moi. J'ai conscience d'être très, très bonne en promo. On regarde à quoi ça ressemble. C'est aussi pour ça que je picole, hein, mais parce que quand je picole, je me sens tellement plus forte, tellement plus puissante. Quand je picole, tu sais, quand je picole, mes clopes, je les fume même plus, mes clopes. Je les bouffe, mes clopes. Tu sais, je suis là à rallumer celle qui est pas encore éteinte, avec celle qui est pas encore allumée, je taxe à tout le monde, j'ai des trucs du genre non, mais moi je fume que quand je bois, mais quand je bois tous les soirs, je fume tous les soirs. Tu sais, j'ai des mots grotesques qui sortent de ma bouche, dès que je trouve un mur, je suis là à me frotter comme une malade. Je me donne des fessées et tout. Oh, mais je me trouve sexy, moi, bourré. C'est d'ailleurs souvent le problème avec l'alcool, hein. C'est souvent à partir du moment où tu te trouves très sexy qu'en fait tu l'es plus du tout. Tu sais, tu viens de vomir en scred. En scred, on est d'accord, toute la soirée t'as entendu lâcher ton gros rot. T'as la frange qui est collée à ton front là, tu transpires de la moustache et ce qui reste de ton maquillage smoky c'est 2 vieux cocards, mais là tout de suite tu te sens bonne toi. Tu sais, le lendemain matin tu te réveilleras avec une gueule de fœtus. Tu sais, les yeux pas encore formés, les lèvres violettes de vin avec la petite écume sur le côté. Mais là tout de suite tu te dis j'ai peut-être chopé moi. Toi tu te fous pas de ma gueule, c'est grâce à des meufs comme moi que tu chopes. Ah, j'adore. Eh, Jean-Pierre, elles ont changé les filles, hein. Alors, il y a ça, puis il y a le Grand Journal. Alors, chroniqueuse au Grand Journal, c'est un peu comme Miss Météo, mais sans les seins, quoi, c'est ça, non? Bah, c'est un peu ça, c'est un peu Miss Météo sans le physique, ouais. Ouais, c'est ça. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Ils sont gentils avec vous? Ils sont adorables. Non, la plus chiante, c'est moi, je stresse beaucoup, Oui, mais eux, ils sont d'accord. très sympas. Alors, Nora, vous êtes d'origine syrienne. Ouais. Ça va vous faire chaud au cœur de voir en ce moment tous ces jeunes Français qui veulent découvrir le pays de vos parents, non? Mais ce qui me fait chaud au cœur, c'est tous ces gens qui savent maintenant ce que c'est que la Syrie, parce qu'avant, c'était un petit peu obscur, un peu C'est magique. vrai. Ouais. En fait, vous n'êtes pas très typé, hein?
Non, mais ça, je me moque de ça parce que ça veut aussi un peu rien dire, quoi. Ouais. C'est vrai que oui, on m'a souvent dit, ah, c'est marrant, ça se voit pas, mais en même temps, je sais pas à quoi les gens s'attendent. donc, Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens vous mettent je une ne sais pas, moustache? je ne sais, je ne sais pas. Vous dites, je fais partie de ces Arabes qui ne se voient pas. Ouais, parce qu'en fait, je me souviens d'un premier entretien d'embauche il y a longtemps où j'étais arrivée sans mettre la photo sur mon CV. Et la nana avait été super étonnée, en fait. Elle m'a dit là, oh, je m'attendais à tomber sur une burette agressive, mais quelle bonne surprise. Et j'avais trouvé ça grotesque, en fait. En fait, vous faites plus parisienne névrosée qu'arabe, hein? Bah, en tout cas, je suis parisienne névrosée. Ah oui, donc, ça c'est ouais. clair. Hein. Pour le ramadan, par exemple, quand même, vous achetez pas de Louboutin pendant 40 jours, non? Alors, vous avez eu un début de carrière très étonnant, parce qu'en même temps que vos études au CELSA, vous jouez votre spectacle dans des pipe shows de Pigalle devant 5 personnes. Non. Ah, c'est faux. Mais non, mais c'est pas dans des pipe shows. Enfin, non, parce que j'ai jamais joué dans un pipe show. J'ai joué dans d'anciens pipe shows qui étaient reconvertis en café-théâtre. Mais j'allais pas faire des sketchs dans des pipe shows, ça aurait été Ah, mais je absurde. suis très déçu, alors. Je suis très déçu. Ouais, c'est décevant. Parce que je me demandais, en fait... Désolée, ouais. Ah oui, Bah je me oui. demandais si ce qui les faisait rire, c'était vous, le fait de vous voir à poil. Mais en Bah fait, oui, c'est ça, ça aurait été absurde, en fait. Vous vous trouvez toujours un peu grosse, hein? Mais alors, pourquoi vous faites un spectacle et pas un régime? C'est un conseil C'est un conseil. Non, vous n'êtes pas grosse. Arrêtez de dire ça. Soyez fiers de vous. C'est votre année. Chaque année, vous montez d'un cran. Chaque fois que vous venez ici, vous avez franchi une nouvelle étape. Même Bachar al-Assad a cherché à vous joindre pour vous féliciter. Non, je crois pas. Non, il vous a pas appelé? Non. Qu'est-ce qui nouvelle. branle? Je sais pas. Vous continuez à vous payer tous vos fantasmes? C'est-à-dire Avec tout l'argent que vous gagnez à Canal? Bon, c'est pas non plus... Il y a ce resto que vous Ah adorez, là. non, mais voilà. J'étais sûre, cette question... Cette question, elle pouvait que amener à quelque chose, je comprenais pas. Mais non, C'est mais quoi ça- cette histoire? mais pas du C'est tout. un resto où les serveurs sont à poil, mais Mais non. dites-moi, on va y aller, Jean-Luc et moi. Ce sont des traiteurs, ça c'est la soirée du fooding, et ce sont des traiteurs qui cuisinent nus. Mais moi je suis tombée à côté d'eux, c'est pas du tout moi qui les ai embauchés chez moi. C'est tout ce que vous avez trouvé pour votre Ouais, défense. ouais. C'est comme des SK, quoi, finalement. Il y a pas... Ah non. Hein? Pourquoi il y a ça? C'est affreux. Cette photo, chaque fois que vous viendrez dans cette émission, dans les 10 prochaines années, vous aurez cette photo, dites-le vous. Bon, attention, le succès, de façon, rend parano. Ouais. On va faire une interview parano. Alors, quel compliment vous rend parano? T'es photogénique. Ouais. Alors pour moi c'est toujours un moyen de dire en vrai t'es moche. Oui, ça c'est vrai. Quelle phrase ne faut-il pas dire au lit à une parano? Ah bah je préfère faire l'amour dans le noir. Ah oui. Que dit une parano quand il pleut? Ah bah comme par hasard, pile le jour où je me suis fait un brushing, comme par hasard. Quelle est la question préférée de la parano? Elle est à vous la valise là? Ouais. Que dit une parano quand elle se fait larguer? Bah, de toute façon depuis le début tu voulais me faire souffrir alors. Que dit une parano quand elle croise un SDF? Tout ça pour me faire culpabiliser. Ouais. Que dit une parano quand elle se fait arrêter par les flics? Ah bah c'est parce que je m'appelle Nora Mzaoui, c'est ça? Ouais. Que pense une parano qui se fait draguer? Qu'est-ce qu'il a à me regarder bizarrement celui-là? Que dit une parano embauchée au Grand Journal? Ah bah c'est parce qu'ils avaient besoin d'une moche. Que se dit une parano quand elle est invitée dans Salut les Terriens? Bah, elle peut se dire, attends, 3 fois qu'il m'invite, à mon avis, il veut mon corps. Hein. Et nous accueillons notre terrienne du samedi 20h ce soir, Priscille Déborah, bonsoir. Alors, Priscille, à 12 ans, quand votre petit frère meurt, votre vie devient un véritable enfer. Peu à peu, vous plongez dans une lente et longue dépression qui vous poussera à vous jeter sous les roues du métro pour mettre fin à votre calvaire. Aujourd'hui, il vous manque un bras, 2 jambes, mais vous n'avez jamais été aussi heureuse. Vous avez même réalisé votre rêve de toujours, devenir artiste peintre à plein temps. Alors Priscille, vous racontez votre histoire dans un livre publié aux Arènes, intitulé « La peine d'être vécu » et à 20h dans Salut les Terriens. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Anna Cabana, journaliste au Point et sur BFM TV, que nous retrouverons sur le plateau après le Magnéto. Ce soir, nous poserons la question, est-ce la chute de la maison Sarko?
Pauvre Nicolas Sarkozy. Déjà qu'il n'a pas eu de bol en 2008 quand la crise lui a ruiné son quinquennat, voilà qu'aujourd'hui ce sont les attentats de Charlie qui compliquent son retour en politique. Malgré ses efforts pour se donner de l'importance en se faufilant au premier rang du cortège officiel, l'esprit d'unité nationale profite à Hollande et à sa majorité. Depuis son retour en politique, Sarkozy est en chute libre dans les sondages. En septembre, 65% des sympathisants de l'UMP voyaient en lui le meilleur candidat pour 2017. Je vous adore. On vous aime. Aujourd'hui, ils ne sont plus 39%. Une dégringolade de 26 points. Résultat, alors que Sarko est censé être un winner, l'UMP est battu dès le premier tour de la législative partielle dans le Doubs. Alors que Sarko est censé être un rempart contre le Front National, le FN devance largement l'UMP. Et tandis que Sarko est censé être un rassembleur, qu'on est une famille indestructible parce qu'unie. C'est la cacophonie au parti, entre NKM qui veut voter PS pour faire rempart au FN, et Laurent Wauquiez qui dénonce toute confusion entre la droite et la gauche. Quand allons-nous arrêter de tomber dans tous les pièges qui nous sont tendus? Mais si Sarkozy a perdu ses qualités, en revanche, il n'a rien perdu de ses défauts. Après s'être traîné comme un boulet l'épisode du Fouquet et son côté bling-bling, le voilà qui continue à donner des conférences rémunérées à Abu Dhabi. Sarkozy rêve de revenir à l'Élysée, mais est-il vraiment le meilleur candidat pour l'UMP? En tout cas, c'est pas ce que disent les Français. 43% d'entre eux trouvent que le meilleur, ce serait Juppé. Sarkozy, c'est comme l'histoire du gars qui saute d'un immeuble de 50 étages. Au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que l'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Nous accueillons Anna Cabana, journaliste au point, à BFM TV, bienvenue parmi nous. Alors, assistons-nous à la chute de la maison Sarko. Alors, dans l'ordre, on va voir les objectifs qui étaient ceux de Sarkozy, l'état de l'UMP, son programme, et puis ses emmerdes. Alors, on commence avec les objectifs. Depuis son retrait de la vie politique en 2012, Sarkozy avait tout fait pour orchestrer la cacophonie à l'UMP et apparaître comme le sauveur. Aujourd'hui, le sauveur, c'est le boulet. C'est vrai que ses rivaux, Juppé, Fillon, Bertrand et ses barons, Wauquiez, NKM, on dirait qu'ils prennent un malin plaisir à l'énerver. Même Nadine Morano et Balkany, qui sont pourtant ses affidés, ils ne respectent plus le chef. Il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'il fait plus peur. C'est même pire que du respect, Thierry. Il n'inspire plus la peur. Ça, c'est Balladur, qui est quand même, au départ, qui était un vrai groupie, lui aussi, de Nicolas Sarkozy. Après avoir été son mentor, il est devenu son groupie. Et Édouard Balladur dit que Sarkozy a perdu les deux qualités premières qui étaient les siennes pendant les 10 dernières années, c'est-à-dire la fraîcheur. Et existe deuxième chose, ce qui est la crainte qu'il inspirait. Sarkozy, quand vous rentriez dans une pièce avec Sarkozy et qui vous regardait, qui tendait le doigt vers vous et qui vous menaçait, les types avaient les jetons, et tout le monde. Je veux dire, les ténors de son parti, les journalistes, n'importe qui, en présence chimique de Nicolas Sarkozy, ressentait cette force, cette virilité. Aujourd'hui, Sarkozy ne fait plus peur à personne. Et c'est quelque chose qui, pour le coup, le désole, lui. C'est terrible, franchement, c'est dur d'entendre des choses comme ça. Alors, premier objectif, évidemment, n'est pas atteint. Le deuxième, qui était d'endiguer la montée du Front National, c'est pas mieux, parce que le Front National s'est jamais aussi bien porté. Alors, on passe au programme. C'est vrai qu'on a le sentiment que Sarko n'a plus ni vision, ni idée, ni programme, à part sa revanche sur Hollande. Buisson, c'était peut-être pas la bonne ligne, mais c'était une ligne. Mais au moins, attendez, Buisson, il y avait un concepteur, un penseur, un façonneur du sarkozysme. Qui voulait, et on peut en dire ce qu'on voulait. Buisson, c'est quand même un des plus grands penseurs de la droite des 30 dernières années. Il y avait une vraie cohérence de la matrice sarkozyste. Aujourd'hui, Thierry, c'est fini. Il n'y a plus personne qui lui dit ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui va le prendre en main? Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'en cherche pas, parce qu'il a été échaudé, il a été très blessé par les enregistrements Buisson. Ça a été, pour lui, la trahison absolue. Maintenant, il n'a plus envie, si vous voulez, de se faire gouroutiser par personne. Donc, il ne cherche pas. Il n'a plus de corpus idéologique. Non. Et il n'y a plus de matrice. C'est lui qui fait sa propre matrice. C'est emmerdant, Jean-Pierre, ça. Bon, je ne sais pas si c'est emmerdant dans tous les partis politiques. Quel est le corpus idéologique du PS aujourd'hui? Quel est le corpus idéologique de l'UMP? J'en sais rien, moi. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que Sarkozy, quand il n'était pas là, vous allumiez la radio le matin, tous les matins. C'est vrai. On parlait de Sarkozy. Maintenant qu'il est là, tous les matins, on parle de Sarkozy en disant qu'il est foutu.
Je sais pas, quand on n'en parlera plus, peut-être qu'il sera foutu. Pour l'instant, on continue à en parler, puis tout ça peut remonter, peut redescendre dans un sens. On n'a pas dit qui aurait dit que foutu, François Hollande... Ouais. Il y a un mois, qui aurait dit que François Hollande pouvait remonter d'un poids dans les sondages. vrai. Mais je peux vous dire une chose, Il ne faut pas tirer de... Sarkozy a paradoxalement un vrai allié en ce moment, c'est François Hollande. C'est celui qui véritablement a choisi Nicolas Sarkozy comme adversaire, qui l'a remis Il en est pas selle. con. Et ben c'est François Hollande depuis le départ. Hollande considère. Mais c'est je vais très vous dire- inquiétant. mais Hollande S'il considère choisit que Sarkozy, Juppé- ça veut dire que... Ça veut dire qu'il pense qu'il est celui qui sera le plus facile à battre. Mais ils se sous-estiment mutuellement, hein, Hollande et Sarkozy, il faut bien voir. ouais. Sarkozy pense qu'il n'y a pas plus facile à battre que Hollande et Hollande pense qu'il n'y a pas plus facile à battre que Sarkozy. Je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué que ça, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Hollande fait tout ce qu'il peut pour aider Sarkozy, pour lui redonner de l'oxygène. Il fait monter Sarkozy par rapport à Juppé, parce que son vrai problème à Hollande, c'est Juppé. Oui, Hollande, il parce que veut les pas gens de Juppé. gauche seraient plus prêts à voter Juppé. Ah, mais c'est clair. Donc il a un sujet, c'est Juppé. Et d'ailleurs, c'est encore un point commun entre Hollande et Sarkozy, c'est qu'ils sont tous les deux obsédés par Juppé. C'est-à-dire que Sarkozy, aujourd'hui, il passe son temps à essayer, si vous voulez, c'est une métaphore de Jean-Pierre Raffarin, de monter l'ombrelle pour que Juppé reste dessous. Donc, si vous voulez, dès que Juppé fait une petite incursion en dehors de l'ombrelle, et ben Sarkozy se précipite, il monte l'ombrelle pour dire eh ben, le rassembleur, c'est moi, et de toute façon, toi, Alain, t'es dessous. Et ils vont jouer à ça, vous allez voir. Vous avez vu, ils le font là depuis, sur l'affaire du Doubs. Ils n'ont fait que ça tous les deux, et ça va continuer. Et puis, elle les emmerde, alors. Évidemment, cette histoire de conférence à Abu Dhabi, c'est pas terrible, quoi. Ah, symboliquement, ça le fait pas du tout. Parce qu'à Abu Dhabi, ça aurait pas été pareil s'il était allé à New York ou à Washington. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. Oui. Il y a quelque chose, il y a une connotation là qui Mais passe c'est-à-dire pas du tout. on a quand même Voilà. des doutes sur le fait que toutes ces pétromonarchies financent Daesh. Donc, s'il va faire des conférences à 200 000 euros chez des gens qui financent nos pires ennemis, c'est sûr, c'est pas bien. C'est pas le moment de faire ça. Et puis, il y a les ennuis judiciaires, alors. Ouais. Mais Ouais. ça, en fait, bizarrement, ça inquiète beaucoup les sarkozystes, mais en même temps, les anti-sarkozystes vous disent, c'est le paradoxe, que ça n'ira pas jusqu'au bout. Moi, je pense à Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré qui, quand même... Qui aime pas Sarko. Mais, voilà, lui, il vous dit que ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'on pourra pas, que les juges pourront pas prouver, pourront pas trouver. Attendez, Anna, Oui. Big Malion. Mais comment vous remontez jusqu'à Sarkozy dans Pygmalion ? Même Jérôme Lavrieux, mais il vous dit que ça remontera jamais jusqu'à Sarkozy. Bon. Jamais. Le financement de la campagne 2007 par Kadhafi. Mais là, pareil, comment vous le prouvez ? Les Mediapart, ils en sont convaincus. Hein. Attendez, moi je vous ai pas dit, je vous dis pas, Sarkozy n'a rien à voir avec Pygmalion, Sarkozy n'a rien à voir avec Kadhafi. C'est pas du tout ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que ce qu'on me raconte dans ce petit microcosme politique, c'est que ce sera pas prouvable, voilà, judiciairement parlant. Les sondages de l'Élysée, c'est prouvable, ça, quand même. Utiliser l'argent de la République pour faire des sondages sur soi-même. Ça, c'est l'affaire pourtant, qui n'est pas la plus importante. Non. Si on Tout le monde l'a fait, mais bon. Voilà, tout le monde l'a fait, mais là, il pourrait être attaqué. Et Voilà. l'arbitrage tapis, vous croyez pas qu'il peut souffrir de ça, non? Et là encore, si on pouvait prouver quelque chose, c'est dévastateur. Sauf que, pareil, C'est marrant quand même, pareil, ce pays. ça serait pas C'est quand même prouvable. dingue, ce Ouais. pays où on vous explique que le mec a 14 affaires sur le dos, mais qu'on n'arrivera rien à prouver. C'est quand même extraordinaire. Eh ouais. Peut-être parce que tout est faux. C'est à la justice de répondre, non? Je sais pas. Oui, bien sûr. C'est une hypothèse. Est-ce qu'en privé, Sarkozy est fébrile? Il est teigneux en privé. Il est teigneux. Il est énervé, là. Il est en colère. Il y a de la colère. Il en veut à la situation. Ouais, il en il veut est aux pas uns et content, aux ouais. autres. Il n'est pas content. Il n'est pas content de lui. C'est Carla il qui est pas prend, content. non? Il doit se venger sur... Non, il doit être désagréable. À la maison, il doit être insupportable en ce moment. Pauvre Carla. Je suis sûr. Ça, on ne m'a pas raconté, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils en prennent tous pour leur grade, d'accord? Ouais, Parce ouais. que ça, il y a Mais c'est aucun le genre, doute. Sarko. Mais il agresse même les députés de rien du tout. C'est-à-dire Ouais. que dans les réunions, vous savez, avec les parlementaires, etc., il fait des petites remarques désagréables et humiliantes pour des députés qui ne comptent pas. Ouais, ça va pas. Ouais, non, ça va pas du tout. Ça, Nicolas, vous faites pas ça. Et en Nicolas, plus, calme-toi, calme. Nico, ça va, keep cool. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'en 95, Sarkozy était donné pour mort. Il est revenu. Ah, mais attendez, moi, si vous me demandez mon pari... Je vous le demande. Mais moi, attendez, mais Thierry, moi je parie pas sur Juppé. Je vois pas comment Juppé gagne une primaire. Bah déjà, il de n'a pas l'UMP. l'UMP, il Non, n'a mais pas les militants durs. bah oui. non, mais je vois pas comment. C'est-à-dire que, voilà, et Sarkozy, en revanche, s'il n'y a plus que lui, si vous voulez, Ouais. en face de Juppé dans une primaire, C'est Sarko qui gagne. et je le pense. Jean-Luc, alors, le mot de la fin. Merde. Ah, ça, je prends. Ça, je prends. Ah, je garde.
Et j'accueille maintenant Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie. Alors, procès de la semaine. Oui. DSK. Oui. Alors, comme prévu, c'est le grand déballage. Bon, Dominique, il savait, hein, il était même plutôt content. Il aurait dit à son avocat, moi j'ai hâte qu'on organise la reconstitution. Après tout, DSK, il a commis ni crime ni délit, hein, franchement. Enfin, moi, combien de fois pour décompresser, il m'est arrivé de sodomiser à sec avant de lui uriner dans la bouche, une copine à moi. Bah oui, c'est humain. Enfin, on a tous besoin de se détendre. Non, mais DSK, il a dit ce qui est important, c'est que ce soit une fête. Non, mais c'est vraiment dommage qu'il soit pas maire de Paris, parce qu'avec lui, ça aurait une autre gueule la nuit blanche, tu vois. Ah ouais. Ça, c'est sûr. Taubira. Alors, dans une interview à Laurence Saïm, elle a déclaré « Faut comprendre le jeune qui va en Syrie ». C'est tellement vrai. Faut même le saluer. Pour une fois qu'un jeune se bouge un peu. Je veux dire... Attends. Attends. Le mec, il sait pas se trouver un boulot, il fait 50 fautes d'orthographe dans le CV, il avait Sheila avec un pétard dans une cage d'escalier. Tu le mets devant Internet, tu lui dis alors, tu vas te trouver un billet pour la Syrie avec 50 balles en poche. Tu vas passer à la taxe sans te faire remarquer, le mec, il se lève, il y va, quoi. Tu vois? Donc le problème des banlieues, c'est pas qu'il y ait trop de drogue, mais c'est qu'elles sont pas assez fortes. Tu vois? Je veux dire, mais oui. Moi, j'espère que Taubira, quand elle fera plus ministre, elle fera juge. Parce que le jour où elle est nommée, moi, je m'inscris dans son secteur et je monte des arnaques. Hein. Je vais y aller. En fait, tu sais, Taubira, elle me fait penser, tu sais, à l'école, on a tous connu à un moment ou à un autre de notre scolarité un prof super laxiste à qui la classe imposait son rythme. Tu sais, le prof, t'as l'impression que c'est lui qui est venu prendre la leçon. Tu sais, dès les premières secondes, tu sens que pour lui, c'est mort. C'est le mec qui arrive, bonjour les enfants, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oh, mais c'est qui a fait caca sur ma chaise? Mais vous êtes des polissons. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit sur le tableau? La prof suce des bites. Oh là là. Vous êtes immature, bite ça prend quinté. Et... Bon. Je sens que vous n'êtes pas très chaud pour travailler. Alors d'accord, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on regarde un film? Vous savez, on a un programme à faire quand même. C'est vrai, ça peut attendre. Et vous faites quoi, vous les trois, là? Ah, vous allez au PMU d'en face? Oui. D'accord, mais vous faites attention quand vous traversez la rue, hein. Oui, ah, c'est vrai, vous y allez en voiture. Mettez vos ceintures, alors, c'est mieux. Bon, les autres qui restent, on fait quoi? On regarde un film? Je sais pas, moi, Claude Sautet, c'est bien. Cette année, c'est L'amour bourgeois qui est au programme. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est un film de baltringue. Oui, tout à fait, oui. Bon, d'accord, on va faire autre chose, alors. Algèbre, dessin, musique, macramé, free fight, poker, peut-être. Bon, puisque c'est comme ça, les quartiers libres. Non, alors, les 4 personnes qui veulent rester, bon, on va relire le texte de la dernière fois. À toi, nous t'écoutons. Oui. Juste, Youssef, si je peux me permettre, sans vouloir te stigmatiser et dans le respect de ta culture, c'est très bien ce que tu fais, cet effort pour lire, mais ça serait plus simple si tu essayais, c'est juste une suggestion, hein, de lire de gauche à droite. Ah, tu pensais que c'était écrit en verlan? Mais tu sais qu'on peut aussi le voir comme ça, mais c'est tout à fait intéressant ce que tu fais comme proposition pédagogique. Alors écoutez tout le monde, la prochaine fois on va tous lire à l'envers, on va aussi lire en diagonale pour exercer l'esprit critique. Jean-Mathieu, oui? Tu veux continuer à lire de gauche à droite? Jean-Mathieu, pourquoi tu stigmatises les autres? Tes camarades font un intéressant travail d'esprit critique et toi tu... Jean-Mathieu, je te pose une question. Tu es fier d'être contre le progrès? Je veux dire, est-ce que tu crois vraiment que c'est le moment de prendre des positions réactionnaires? Tu sais Jean-Mathieu, à titre personnel, je n'ai rien contre le fascisme, mais pas quand ça va à l'encontre du vivre ensemble. Alors, les autres, c'est pas une raison pour frapper Jean-Mathieu, hein. Au lieu de le maltraiter, essayez de comprendre pourquoi il vous agace. Il a eu une bonne note. Rends-moi ta copie. Voilà, tu as 6 comme tout le monde, maintenant. Non mais, Jean-Mathieu, est-ce que tu te rends compte de la violence de ton attitude vis-à-vis des élèves qui n'ont pas la chance d'avoir un caractère travailleur? Tes camarades le prennent mal, et voilà le résultat, ils brûlent des bancs au fond de la salle. Je te préviens, Jean-Mathieu, si tu continues comme ça, tu finiras à l'enseignement catholique, et là, je réponds plus de rien de toi. Tu vas sortir avec un diplôme, tu vas devenir un chef d'entreprise, tu gagneras un bon salaire, et je te le dis, la fraude fiscale te pend au nez. D'ailleurs, je te trouve un peu pâle, tu fais jamais de sport. Pourquoi tu vas pas en Syrie comme tes camarades?
Bonne nouvelle de la semaine, oui. 50 nuances de gris sort en pleine Saint-Valentin. Alors, conséquence pour le commerce. Alors, cette année, autant les fleuristes et les bijoutiers tirent la gueule, autant Castorama et Bricomarché se frottent les mains. Alors, est pas belle la vie? C'était Castorama. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrienne du samedi 20h. Priscille Desbras, bonsoir. À 12 ans, quand votre petit frère meurt, votre vie devient un véritable enfer. Peu à peu, vous plongez dans une longue et lente dépression qui vous poussera à vous jeter sous les roues du métro pour mettre fin à votre calvaire. Aujourd'hui, il vous manque un bras et 2 jambes, mais vous n'avez jamais été aussi heureuse. Vous avez même réalisé votre rêve de toujours, devenir artiste peintre à plein temps. Vous êtes né le 22 juin 1974 à Meudon-la-Forêt. Vous grandissez dans l'Ouest parisien. Votre père travaille dans une grande banque. Votre mère est professeure de français-latin. En 1977 naît votre petit frère Éric. Malheur, il est atteint de mucoviscidose. Ce qui ne vous empêche pas de passer de beaux moments avec lui. Vous chantez tous les deux. Et quand il est fatigué, il s'arrête et il vous regarde chanter en souriant. Ça reste parmi les plus beaux moments de votre vie, ça. Oui, tout à fait, parce que c'est la période de l'enfance. C'est plein de petits moments de douceur, de joie, de joie simple, en fait. Hein. Ouais. Alors, dans la famille, on souffre en silence. Votre mère ne vous prend pas dans ses bras. Elle reste froide et distante avec vous. Parfois, quand on vous envoie chez votre grand-mère, vous le vivez mal. Vous vous sentez mise à l'écart. Mes parents ont voulu me protéger. Et donc, mon papa dit que en fait, mon frère allait mourir. Voilà, parce qu'en fait, la mucoviscidose, maintenant, on l'a guéri un peu mieux. Mais là, à l'époque, il savait qu'il n'allait pas vivre longtemps. Ouais. Et mon frère, en fait, le savait aussi qu'il allait mourir. Enfin, ça, c'est incroyable. Enfin, ces enfants malades, en fait, qui savent qu'ils vont mourir. Et en fait, j'étais un peu la seule exclue du secret, entre guillemets. Alors, la maladie d'Éric progresse. La nuit, il se calme de tout. Vous réveille. Il est là, dites-vous, sur le palier, les yeux mi-clos, le torse déformé par la toux. En fait, je vois son corps qui est en train de se transformer. Ouais. Et en fait, il commence à avoir le ventre tout gonflé et il devient tout maigre, un peu comme les enfants du tiers-monde, en fait. Ouais. Il commence à avoir aussi le teint qui devient jaune, le blanc des yeux qui devient jaune. Alors, Éric se fatigue de plus en plus vite, il s'essouffle en mangeant. Personne donc, ne vous explique la gravité de la situation. Vous vous sentez un petit peu exclu du secret qui lie vos parents et Éric. Et un jour, vous êtes en vacances en Auvergne. Éric fait une hémorragie, votre mère part à l'hôpital. Le lendemain, votre père les rejoint. Il oublie de vous emmener. Vous courez derrière la voiture. Et là, il finit par vous prendre à bord. Il vous emmène avec lui à l'hôpital. Mais quand vous arrivez à l'hôpital, il vous laisse sur le parking. Il rentre dans l'hôpital. Vous êtes là. Vous klaxonnez 5 fois. Mais personne ne s'occupe de vous, quoi. Oui, en fait, mon père, c'est quelqu'un qui est en fait extrêmement émotif, comme beaucoup d'hommes, en fait, mais qui garde beaucoup de choses à l'intérieur. Ouais. Et du coup, en fait, pourtant, il savait, parce qu'il avait eu un coup de fil le matin, comme quoi, en fait, mon petit frère était décédé. Et du coup, en fait, il est tellement émotif qu'il m'a oublié, mais voilà, c'est pas par méchanceté, c'est juste qu'il était dans son émotion. Très mal. Éric meurt, donc, il avait 9 ans, vous 12. Et là, vos parents sombrent dans le mutisme. Votre père regarde la télé tout le temps. Votre mère corrige ses copies. Elle donne aussi des cours de catéchèse, elle va beaucoup à la messe, elle se réfugie dans la religion catholique. Ouais. Chacun va qu'à ses occupations et personne ne parle de rien. Et en fait, on vit avec un truc très pesant comme ça. Secret. Voilà. Tout le monde sait, tout le monde pense à mon frère tout le temps et on n'en parle jamais. Ouais. Et moi, à chaque fois que j'essaye d'en parler, ma mère, elle s'effondre en pleurs en disant arrête de me faire souffrir et tout ça. Ouais. Donc je me dis, à un moment donné, maintenant, je me tairai. Voilà, et vous écoutez en cachette les cassettes que vous aviez enregistrées avec votre frère quand vous chantiez tous les deux. Vous devenez anorexique, vous descendez à 45 kilos, vous n'avez plus vos règles. En fait, vous cherchez l'attention, vous voulez qu'on s'occupe de vous et personne ne s'occupe de vous. Oui, puis il y a le côté aussi où je suis survivante. Enfin, quelque part, je pense que c'est une espèce de culpabilité à vivre que j'ai parce que mon frère est mort et pourquoi pas moi. En classe de première, vous prenez des cours de peinture aux Beaux-Arts. Après votre école de commerce, vous êtes embauchée comme assistante de production dans une grande société de cinéma.
vous vous occupez de l'agenda du patron, vous faites de la dactylographie, des photocopies. C'est pas très marrant, en fait. En fait, si vous voulez, je voulais devenir artiste peintre, mais dans Ouais. ma famille, ça se fait pas, c'est pas un Ouais. métier. Ouais. Et mon père, en fait, j'avais dit, écoute, fais une école de commerce et après, tu feras ce que tu veux dans l'art. Ouais. Et donc, en fait, après, je me suis un peu perdue, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, peut-être que le cinéma pourrait réconcilier Les deux. voilà, tout à l'art et fait. le commerce, et puis finalement, je me retrouve assistante de prod, quoi. Voilà. Alors là, vous dormez pas beaucoup, hein, vous faites la fête, vous laissez séduire par des types plus ou moins fréquentables, jusqu'à ce que vous rencontriez Tristan. Voilà, ça va mieux. Oui, c'est mon ex-mari Ouais. qui est stable, qui sait m'entourer, me protéger, qui me respecte aussi par rapport à tous les autres hommes que j'ai rencontrés Ouais. avant. Et avec qui est bon vivant aussi, donc on passe des moments, voilà, des moments Très bien, vous agréables. faites une petite fille qui s'appelle Zoé. Mhm. Mais ce qui est assez triste, c'est que vous vivez mal l'arrivée de Zoé. Vous dites sa présence m'empêche de peindre. En fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu Zoé, j'ai fait une dépression postpartum qui s'est transformée en grosse dépression. J'avais 30 ans, en fait. Et là, j'ai fait un peu un bilan sur ma vie. En fait, j'étais pas du tout à ma place. J'étais là, mais qu'est-ce que je fous là ? Je suis pas heureuse dans ce métier-là. Je me sens pas du tout mère de famille. Et en fait, j'étais une mère dépressive, amorphe, qui ne pensait qu'à une chose, c'est vouloir rejoindre son lit. Il n'y avait plus de projet, plus de désir, plus rien. Je voulais voir personne. Alors vous commencez à consulter des psys, résultat, vous vous bourrez d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, évidemment ça vous abrutit, et là, les premières pensées suicidaires apparaissent quand vous apprenez le suicide d'un ami qui avait perdu une petite sœur dans sa jeunesse. Et en fait, moi, ça fait 2 ans que je suis en dépression, j'arrive pas à être soignée correctement et j'en peux plus d'être une loque. À la maison, mon mari me dit, mais bouge-toi un peu, j'en ai marre, t'es en train de tout détruire autour de toi. Mes parents qui me disent, mais essaye de te réveiller un peu, tu sais, il faut toujours... voilà, la vie, c'est pas facile, il faut t'accrocher, il faut y aller et tout ça. Ouais. Et j'ai l'impression d'être comprise par personne. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, il vaut mieux que je disparaisse plutôt que d'être un poids Et là, pour les gens. effectivement, vous foncez chez un psy. Ce jour-là, vous êtes en avance, vous êtes rongé par l'angoisse, vous vous arrachez les cheveux par poignée, hein, c'est très grave. Vous montez sur le rebord de la fenêtre, vous allez sauter, et le psy vous retient in extremis. Oui, en fait, c'est un restaurateur qui m'a vu en bas et qui appelle tout de suite le psy. Ouais. Voilà, c'était une première tentative. En fait. Mais tous les jours, vous avez ces pulsions suicidaires. Par exemple, quand vous êtes dans votre bureau, il y a une grille en bas, et vous pensez sauter sur la grille pour vous empaler sur la Ouais, grille. Quoi. ouais, C'est ouais. vraiment très, très fort. Vous êtes tourmenté par ça. Ah oui, je cherche par tout moyen à en finir. Mais voilà, me faire empaler, j'ai quand même un peu peur de souffrir. Donc je voudrais un truc radical, soft, Ouais. et après on n'en parle plus. Et là, vous choisissez le métro. Ouais. Alors à l'hôpital, quand vous vous réveillez, vous découvrez qu'il vous manque 2 jambes et un bras. C'est l'horreur. En fait, déjà, avant, j'étais en dépression, mais je pouvais encore me cacher derrière une apparence de, voilà, de fille pas trop moche et tout ça. Et là, tout d'un coup, je me retrouve comme une espèce de ver de terre avec ce corps atroce et en plus complètement encore suicidaire, quoi. Et je me dis, il est temps d'être juste autonome pour après aller en Suisse ou en Belgique me faire euthanasier. Voilà. Ouais. Alors votre mère vient vous voir, elle vous dit, il faut que tu pries, et puis une fois habillée, ça ne se verra plus. Donc elle vous propose de cacher en fait Ouais. tout ça, plutôt que de l'accepter ou de Ouais, le ouais. vivre. Elle n'est pas d'un grand secours. Vous êtes transféré en psychiatrie, et là, c'est votre belle-mère donc, qui vient vous voir avec une bouteille de Pessac-Léognan et un opéra, et vous lui dites, je veux partir en Suisse pour me faire euthanasier. Elle vous convainc de vous donner 1 an. Elle En vous fait, dit, c'est la première qui me dit, OK, mais dans 1 an, et à ce moment-là, on y va ensemble, ne faites pas ça seul. Là, vous apprenez à vous accepter, à vous rééduquer. Vous rentrez chez vous, vous retrouvez Tristan et Zoé, et vous décidez de vous séparer de Tristan. Vous dites, la femme dont il était tombé amoureux n'était pas celle que j'étais vraiment. En fait, si vous voulez, quand il vous arrive quelque chose comme ça, en fait, si on en ressort et que tout d'un coup, on a une nouvelle énergie de vie, c'est comme une seconde naissance. C'est Ouais. comme si je vivais pour la première fois, mais que je m'étais un peu moi-même fait naître, en fait. Ouais. Et j'ai un appétit de vie, mais comme j'ai jamais eu jusqu'à Ah oui. présent. Et j'ai envie de parcourir le monde, j'ai envie de peindre voilà, toute la journée, de faire des expos à droite à gauche. Je suis allée à New York, à Berlin, au Danemark. Et là, en fait, il n'arrive pas à me suivre, quoi. Il ne Ouais, comprend pas ce qui se comprend passe. pas. Ouais. Effectivement, vous commencez à faire à ce moment-là tout ce que vous n'avez pas eu le culot de faire quand vous étiez valide, et vous commencez à exposer vos peintures. C'est enfin, Ouais. vous faites ce que vous aviez toujours eu envie de faire à ce moment-là. Ouais, rien ne m'est impossible, en fait. Et même draguer des mecs, en fait, même les plus beaux qu'ils soient, que jamais... Ouais, il est beau, votre mec, je l'ai vu tout à l'heure. Frédéric, il est super. Ouais. Vraiment. Et c'est vrai que voilà, je m'empêche de rien, en fait. Alors voilà, on vous équipe de prothèses haute technologie, et vous avez cette phrase, je trouve extraordinaire, tout pour ne plus voir mon corps comme un désastre,
mais comme celui de la Vénus de Milo. C'est génial. Alors, 8 ans après, vous vivez au bord de la mer avec Frédéric. Vous peignez au moins 2 heures tous les matins. Et vous avez un nouvel enfant avec Frédéric qui s'appelle Suzanne. Extraordinaire histoire. Ouais. Le livre s'appelle La peine d'être vécu et c'est publié aux Arènes. Merci de votre témoignage. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Jean-Mi, Anna Cabana, Nora Hamzaoui, Jean-Pierre Pernaut, Jean-Luc Bernard, Christine Déborah. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.